En achetant le château de Fougeray, la famille Geffroy accède au rêve de sa vie. Ça faisait vraiment très longtemps, depuis que j'avais 8-9 ans, que je voulais un château. Mais le rêve va très vite virer au cauchemar. Bruits étranges, apparitions troublantes, présences inexpliquées. Que se passe-t-il donc au château de Fougeray? En août 2008, les nouveaux propriétaires prennent possession des lieux et se lancent immédiatement dans des travaux de restauration. Mais dès les premières semaines, une étrange sensation semble poursuivre les nouveaux occupants. On avait sans arrêt la sensation assez étrange, bon c'est très subjectif, mais d'être suivi et d'être épié. Et quelques jours plus tard, alors que Véronique est seule dans le château, en descendant l'escalier, j'ai vu un homme, une silhouette noire traverser. C'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer, on a tellement peur qu'on est à la fois tétanisé, à la fois on a le cœur qui bat vite, on a une montée d'adrénaline, c'est un truc de fou, enfin, c'est vraiment une sensation extrême, je dirais. Puis des bruits sourds sont perçus dans les chambres du premier étage. Des odeurs de nourriture envahissent le rez-de-chaussée. Le chien de la famille aboie sans raison en direction des murs. Et dans le parc du château, les nouveaux propriétaires aperçoivent même d'étranges ombres évanescentes. Jusqu'au jour où j'étais en train de travailler dans le parc, puis à un moment donné, carrément, j'ai eu 3 tapes sur l'épaule gauche. Au premier abord, je me suis dit, tiens, c'est un ami qui venait me donner des coups de main de temps en temps. Puis je me retourne, il n'y avait personne. Chacun cherche des explications rationnelles à ces événements. Mais au château, l'atmosphère se fait de plus en plus pesante. Progressivement, l'angoisse remplace l'incompréhension. C'est vraiment une angoisse. Moi, j'osais plus quand François me demandait d'aller chercher un outil, quelque chose ici. Mais c'était horrible. J'osais même plus ouvrir la porte, rentrer. Des fois, je venais en bagnole dans le parc et je repartais aussitôt. Je vais trouver un prétexte que je l'ai pas trouvé, etc. Je pouvais plus rentrer, quoi. C'était vraiment, j'avais vraiment une pression. Malgré la peur, Véronique veut comprendre. Historienne de profession, elle décide de se pencher sur le passé du château. Des noms, des dates, des familles qui se succèdent au fil des siècles. La nouvelle propriétaire ne veut rien laisser au hasard. Elle fait même appel à différents médiums qui lui racontent certains événements survenus à Fougeray. Dans une chambre au 2e étage, j'ai appris qu'il y avait eu une jeune fille du prénom d'Alice qui était décédée d'une infection, tuberculose, infection rénale. Et ce qui m'a vraiment gênée, c'est que ma fille m'a aidée à nettoyer cette chambre, enlever les vieux papiers. Et le lendemain, elle avait 40 de fièvre, je l'ai amenée aux urgences et elle avait une infection, elle est restée 15 jours à l'hôpital. Pour Véronique, il n'y a plus de doute. Le château est bel et bien hanté. Et elle va en avoir la preuve. En 2009, Véronique réalise des photos de la bâtisse. Mais au développement, c'est la stupeur. Sur cette photo, Véronique croit reconnaître une silhouette à la fenêtre, alors qu'elle en est certaine, il n'y avait personne dans le château. Sur un autre cliché pris face à un miroir, on discerne les traits et les yeux d'une très jeune fille. Terrifiée par ces présences fantomatiques, Véronique fait poser des micros à l'intérieur du château. Écoutez. Là, on a l'impression que ça s'adresse aux vivants, enfin à nous. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, ils enregistrent même un coup de feu. Enfin, les nouveaux propriétaires entendent avec effroi une mystérieuse comptine chantée par un enfant. Pour moi, les voix, c'est, je sais pas, c'est... Enfin, c'est presque une preuve par 9, quoi. C'est vraiment étrange parce que ces voix, ces sons ont été analysés comme ne provenant pas d'une voix humaine. C'est pas possible, quoi. C'est ça que je comprends pas. C'est que c'est pas des sons, c'est vraiment des voix avec des mots, avec des syllabes. Intellectuellement, j'ai encore du mal à me le dire, à comprendre, à intégrer les choses. Des sensations étranges, des bruits, des apparitions, des photos et même des sons troublants. La vie de château à Fougeray n'est décidément pas de tout repos. Lac de Côme, au nord de l'Italie. Après 3 ans de recherches infructueuses de la police, c'est une médium qui retrouve la voiture et le corps de Chiara Bariffi, plongé à plus de 100 mètres de profondeur.
Nous sommes à 45 km au nord de Milan, une région aux paysages mythiques et envoûtants où s'étend à perte de vue le majestueux lac de Como. Le 1er décembre 2002, ce coin de nature aux apparences si sereines va devenir le théâtre d'un événement tragique. Chiara Barifi, une jeune femme de 32 ans, disparaît mystérieusement. Après 3 longues années, le corps reste introuvable. La police décide de classer l'affaire. Un journaliste d'un journal qui s'appelle La Repubblica en Italie dit « Mais pourquoi, puisqu'il n'y a plus rien à perdre, pourquoi ne pas contacter une médium ?» et propose de rencontrer Maria Rosa Buzzi. Maria Rosa Buzzi habite la région. Cette infirmière de 55 ans dit détenir des pouvoirs extralucides. La mère va rencontrer cette dame, lui donne une image, une photo de sa fille, et dès le premier regard, Maria Rosa Buzzi dit « Votre fille ne vit plus ». À partir de là, l'affaire s'accélère. La médium se sent irrésistiblement attirée par le lac. Madame Buzzi fait le tour du lac de Como et elle arrive à un endroit qui est connu pour être dangereux, surtout que c'est un pic qui fait plus de 150 mètres de profondeur. Et elle dit « Votre fille est là ». J'ai eu une vision. C'était là où vous voyez des bouées, que la fille m'a dit « Je suis là ». C'était très net. Je ne m'attendais pas à une réponse si rapide. La police n'y croit pas et refuse toute collaboration avec la médium. Mais la famille, elle, décide de lui faire confiance et de débourser les moyens nécessaires. Une équipe de plongeurs professionnels entre en scène. Après plusieurs jours, le 11 septembre, une caméra sous-marine filme une voiture à 120 mètres de profondeur. Il s'agit bien de la voiture de Chiara Barifi. La voiture était exactement là. La médium a insisté et elle a eu raison. Il y a un des commissaires de police qui a dit qu'il y avait une chance sur plus d'1 million disons que l'indication soit juste, et pourtant elle a eu raison. Très impressionné par les révélations de la médium, la police décide de reprendre l'enquête. Les policiers remontent alors la voiture dans laquelle ils trouveront le corps de Chiara Barifi. La médium a pu indiquer l'endroit exact où se trouvait le véhicule, dans un lac correspondant à 2 fois la superficie de Paris. Même les esprits les plus rationnels sont forcés d'admettre que la médium avait vu juste. Elle a même décrit les circonstances de la disparition de la jeune femme. Maria Rosa Buzzi a raconté à la mère que c'était un accident, que sa fille roulait vite, qu'il y avait un très très mauvais temps dans la région, qu'il y aurait eu peut-être une coulée de boue et qu'elle se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. C'est grâce à un don très troublant que cette affaire a été enfin résolue. Je me sens en paix à présent. Je n'ai plus ces doutes qui m'ont accompagné pendant des années. Même si j'aurais préféré retrouver ma fille ailleurs qu'au fond de ce lac. Maria Rosa Buzzi est devenue célèbre en Italie et la police fait régulièrement appel à ses dons. Mais les sceptiques s'interrogent encore. Moi, je crois qu'il ne faut pas toujours être rationnel. Je crois qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas nous expliquer, que la science ne peut pas expliquer à ce jour, mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas expliquer quelque chose que la chose n'existe pas. « 30 mars 1981. Ce jour-là, un déséquilibré du nom de James Hinckley tire 6 coups de revolver en direction du président des États-Unis, Ronald Reagan. Grièvement blessé, il sera sauvé et pourra honorer ses 2 mandats. Mais Reagan, sans le savoir, vient de mettre un terme à l'une des plus incroyables malédictions américaines. Une malédiction qui a provoqué tous les 20 ans la mort des présidents américains. On l'appelle la malédiction de Tippecanoe. Lafayette, dans l'état de l'Indiana. C'est dans ce berceau de la civilisation indienne que tout a commencé au début du 19e siècle. À cette époque, les colons blancs, emmenés par le général William Henry Harrison, sont en guerre avec différentes tribus. À la tête de la Confédération indienne, un homme décide de résister à l'envahisseur. Son nom, Tecumseh. Tecumseh était le chef des tribus qui étaient restées pour conserver leurs terres. Il a dirigé toute une confédération. Chef de guerre respecté et redouté, Tecumseh va remporter de nombreuses victoires contre son rival, le général Harrison. Sur les documents d'époque, et notamment les rapports issus de l'état-major des armées,
On peut lire des messages qui disent clairement « Cet homme est de plus en plus fort, l'influence de Tecumseh est de plus en plus grande, il est devenu un danger pour les États-Unis. » Pour le président des États-Unis et le général Harrison, Tecumseh est l'ennemi public numéro 1. Et à force d'offensives, les relations entre les deux camps aboutissent à une bataille historique. La bataille de Tippecanoe, où les Indiens subissent une défaite cuisante. Alors pour se venger, Tecumseh jette un sort à tous ceux qui ont humilié son peuple. Une malédiction visant le symbole même de l'oppresseur, le président des États-Unis. Et la première victime, bien sûr, est le général Harrison. Que cela soit vrai ou pas, on rapporte effectivement qu'il existe une malédiction de Tecumseh, car Harrison est mort très peu de temps après son entrée en fonction en tant que président. En tout cas, certains prétendent effectivement que cette malédiction viserait à le punir de tous les morts qu'il a causés lors de la bataille de Tippecanoe. La légende prétend que chaque président élu une année se terminant par le chiffre 0 va mourir de façon brutale avant la fin de son mandat. Le fait que l'on puisse relier cette légende à la vérité historique, puisque tous les 20 ans nous avons eu un président mort brutalement, vient corroborer la théorie de la malédiction. La série commence avec la mort soudaine du président Harrison en 1841, victime d'une pneumonie 3 mois après le début de son mandat, en 1840. Et la malédiction continue. Abraham Lincoln, élu en 1860, est assassiné 5 ans plus tard. James Garfield, élu en 1880, est sauvagement assassiné en 1881. William McKinley, élu en 1900, est lui aussi victime d'un assassinat en 1901. 1920, Harding est élu président. 3 ans plus tard, il meurt brutalement. Certains parlent d'empoisonnement. Franklin Roosevelt, élu en 1940, meurt 5 ans plus tard d'une hémorragie cérébrale, quelques semaines après avoir signé les fameux accords de Yalta. « 1963 ». C'est peut-être le plus célèbre de tous les assassinats, celui de John Fitzgerald Kennedy à Dallas. Kennedy tombe sous les balles de Lee Harvey Oswald. Il avait été élu en 1960. Harrison, Lincoln, Garfield, McKinley, Harding, Roosevelt, Kennedy, la malédiction de Tecumseh semble ne plus s'arrêter. Mais en 1980, un certain Ronald Reagan est élu à son tour. Certains prétendent que la malédiction a été rompue avec Ronald Reagan, qui a survécu à l'attentat dont il a été victime. Sérieusement blessé, Reagan va survivre. Alors aurait-il réussi à briser la malédiction ? Ces tableaux auraient pu être l'œuvre d'un grand maître. Augustin le Sage n'a pourtant jamais appris l'art de la peinture. Et ce talent, il le tiendrait d'esprit venu de l'au-delà, qui lui aurait dicté dans les moindres détails ce qu'il devait accomplir. Nous sommes en 1911 dans le Pas-de-Calais. Augustin le Sage est mineur depuis son plus jeune âge. Il n'a jamais pris de cours de dessin et ne s'intéresse pas à la peinture. Sa vie se résume au dur labeur de la mine. Mais un jour, son destin va basculer. Le 1er mars 1911, alors qu'Augustin creuse dans un goulet sombre et étroit, le Sage entend des voix qui lui disent prends un pinceau, nous te guiderons la main, nous te prenons comme porte-plume ou porte-pinceau d'un message. Troublé par ces manifestations, Augustin le Sage préfère ne parler de rien. Mais les voix vont se manifester de nouveau. Très peu de temps après, les voix continuent de lui parler et les voix lui disent qu'il doit devenir peintre cette fois et lui donnent très précisément les références des pinceaux, les références des couleurs qu'il doit aller acheter. Le Sage a obéi à ces voix, il a été
commandé de la toile et du matériel de peinture. Et il y a eu erreur sur la commande. Il avait commandé une toile modeste de 30 cm de côté et on lui a livré une toile de 3 mètres de largeur. Au début, il se dit, bon, je vais la couper, parce que c'est pas possible, quand on n'a jamais fait de peinture, de peindre une toile qui fait 9 mètres carrés. Et les voix, de nouveau s'expriment et lui disent, non, 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 surtout, tu ne coupes pas la toile, tu dois la peindre intégralement. Le mineur commence alors à peindre des tableaux d'une incroyable minutie. Lui-même avoue ne pas vraiment comprendre comment il réalise ses toiles. Il dit obéir aux voix qu'il entend. Quelquefois, il serait même guidé par des esprits célèbres, comme celui de Léonard de Vinci. C'est vrai que quand on découvre et quand on voit pour la première fois une œuvre de Lesage, on est saisi par une peinture qui est complètement atypique. Lesage ne copie personne, il est dans son univers à lui. Et la renommée de Lesage ne tarde pas à réveiller les sceptiques. En 1927, des scientifiques décident de le mettre à l'épreuve. Ils l'invitent à participer à une expérience pour vérifier que ce sont bien des voix qui le guident. On lui avait demandé de peindre en public, dans une ambiance sans lumière, donc quasiment dans la nuit, devant un aéropage de spécialistes, des historiens de l'art, mais aussi des scientifiques, des ethnologues qui vont l'observer. Et lui réussit cet exercice compliqué de peindre quasiment dans la nuit. En 1938, Lesage va une nouvelle fois bouleverser le monde scientifique. Fasciné par l'Égypte antique, il peint une toile intitulée « Scène de moisson égyptienne ». Quelques mois plus tard, des archéologues découvrent une fresque très ancienne qui ressemble trait pour trait à son tableau. Souvent, ces peintures étaient concomitantes de grandes découvertes en Égypte. On sait que dans les moments où Lesage va peindre Toutankhamon, c'est quasiment concomitant de la découverte de la tombe de Toutankhamon. Mais quel était donc le don d'Augustin Lesage? Était-il un génie visionnaire, un affabulateur ou un homme habité par une force mystérieuse? Lorsqu'il meurt en 1954, le peintre laisse derrière lui plus de 800 toiles. Son œuvre est reconnue dans le monde entier et la vente de ses tableaux atteint encore aujourd'hui des sommes astronomiques. Mais le talent de l'artiste reste à ce jour inexplicable. Nous sommes dans le Nevada, à une centaine de kilomètres au nord de Las Vegas. Dans cette région désertique se trouve la zone 51, une base militaire, une base classée secret défense. Et quand on essaie d'en savoir plus... Je n'ai jamais entendu parler de la zone 51, je n'y suis jamais allé. Je ne peux pas répondre à vos questions. Je ne peux rien dire, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Mais comme le montrent ces images, la zone 51 est bien réelle. Ces photos aériennes le prouvent, elle a été créée dans les années 60. C'est là que l'armée a développé ses avions espions de haute performance. Mais la rumeur prétend que cette base secrète abriterait bien plus que des avions furtifs. La légende de la zone 51 commence en 1988 lors d'une grande émission de télévision américaine qui s'appelait UFO Cover-Up Live. Il y avait beaucoup d'invités, dont 2 agents masqués derrière un rideau qui se sont mis à raconter qu'on avait récupéré non seulement des ovnis, mais des aliens vivants, qu'on les avait hébergés sur la zone 51. Après cette émission, la zone 51 provoque un engouement sans précédent. On tente d'y faire pénétrer une caméra ou un appareil photo, mais en vain. Rien ne semble pouvoir filtrer de cette base. Jusqu'au témoignage fracassant de cet homme. Soumis au détecteur de mensonges, Bob Lazar raconte avoir travaillé au sein de la zone 51. Il aurait pu y voir d'étranges vaisseaux spatiaux et on lui aurait même révélé l'existence d'extraterrestres. Mais le plus surprenant, c'est que l'armée ne dément pas ces affirmations et plonge l'opinion publique dans le doute le plus total. Et si des ovnis étaient réellement cachés sur cette base militaire, au fil des années, un nombre incalculable de curieux cherchent à obtenir des preuves tangibles. Dans les années 90, un film amateur étonnant, pris à proximité de la zone 51, va susciter d'énormes interrogations. Et il semble qu'on a bel et bien observé des engins très étranges qui étaient lumineux dans la nuit, qui se déplaçaient par saccades, enfin des choses tout à fait bizarres, qui ne sont pas des avions ordinaires. Témoignages ambigus, vidéos troublantes, culte du secret. Si la zone 51 alimente autant les fantasmes, c'est peut-être parce que chacun peut imaginer l'inimaginable.
Cet homme n'avait jamais touché un pinceau de sa vie. Et pourtant, un jour, il est pris d'une frénésie artistique. Au point qu'il ne se passe désormais plus une seule journée sans qu'il peigne ou qu'il dessine. Comme si une force inconnue l'y obligeait. Tout commence en janvier 2001. Tommy McHugh, 51 ans, est victime d'un accident vasculaire cérébral. J'étais aux toilettes quand j'ai senti comme une énorme douleur dans ma tête sur le côté gauche. Et d'un coup, je suis tombé au sol. Je n'arrivais pas à me relever, mais par chance, je suis resté conscient. J'ai appelé ma femme Jan, qui m'a emmené à l'hôpital. J'ai été tout de suite opéré et ça m'a énormément soulagé car la douleur était d'une telle violence que je n'arrivais plus du tout à la supporter. Mais de retour chez eux, Jan s'aperçoit très vite de l'étrange comportement de son époux. J'étais dans la cuisine et au bout de quelques minutes, je suis allée voir ce qu'il faisait. Et là, je l'ai trouvé assis par terre au milieu d'un tas de papier. Il était en train de dessiner une foule de visages comme des visages extraterrestres. Et tous avaient des expressions différentes. Inquiétante inspiration, ce peintre est-il en contact avec une force surnaturelle? En tout cas, j'étais effrayée, évidemment. Et à partir de cet instant, ça a été l'escalade. Et Tommy ne peut plus s'arrêter. Il peint partout, du sol au plafond, de jour comme de nuit. La peinture est devenue une incontrôlable obsession. Je peux peindre en 5 secondes, 5 minutes ou 5 heures. Je reçois des sortes de flashs dans ma tête avec des images qui apparaissent et je ne peux m'empêcher de les reproduire. Ça me rend très nerveux, je me sens obligé de le faire, mais après je suis tout de suite beaucoup plus calme. Avant son accident, Tommy était maçon et n'avait aucune prédisposition pour la peinture. À la suite d'un accident vasculaire, dans l'extrême majorité des cas, il existe un déficit. Parce qu'il y a une lésion dans le cerveau, on va constater un trouble du langage, des difficultés pour écrire ou pour reconnaître des visages par exemple. Mais maintenant, le cas de quelqu'un qui développe une production artistique à la suite d'un accident neurologique, c'est extrêmement rare. C'est un cas absolument extraordinaire et unique. Alors comment expliquer un tel bouleversement de la personnalité ? Les lésions cérébrales sont-elles les seules responsables de cette révélation artistique ? Ou y aurait-il autre chose qui pourrait influencer Tommy McHugh ? Plein de gens ont une capacité artistique enfouie dans le cerveau. Il ne manque que ce petit quelque chose qui va tout déclencher. Il y a encore énormément d'énigmes qui restent à découvrir. Et même si actuellement il y a un progrès énorme en neuropsychologie, je pense qu'il y aura toujours des choses qu'on n'arrivera pas à expliquer. Il y a une chose qui est la pathologie avec la lésion dans le cerveau particulière, mais il y a aussi un changement environnemental, un changement culturel qui peut aussi être responsable de changements absolument incroyables dans la vie de quelqu'un. Et ça, c'est ce qui fait qu'on a encore beaucoup de temps avant de pouvoir comprendre vraiment bien les mécanismes du cerveau. Étendue sur plus de 3000 hectares, sur le versant nord-est du célèbre mont Fuji, la forêt japonaise Aokigahara est un océan végétal que l'on dit infranchissable. Mais Aokigahara fait peur car elle serait hantée par des âmes tourmentées. Depuis toujours, Aokigahara est une forêt de la mort. Les Japonais racontent que ces arbres sont imprégnés d'une énergie malveillante et que les malheureux qui s'y sont aventurés n'en sont jamais revenus. Quand on entend le nom Aokigahara, ça nous rend triste, ça nous donne des frissons. On évite de prononcer le mot Aokigahara. Les Japonais sont effrayés de la forêt d'Aokigahara. On ressent quelque énergie spirituelle. Peut-être c'est inaccessible à l'intelligence humaine. J'y suis allé 2 ou 3 fois. Moi aussi, j'ai ressenti une atmosphère très sinistre. Aokigahara serait ainsi le lieu le plus hanté du Japon. Certains disent même y avoir vu des chauves-souris géantes attaquer les promeneurs égarés. Il y aurait d'énormes gouffres pris par les glaces, même en plein été. Et à l'approche de la forêt, l'aiguille des boussoles s'affolerait. En effet, dans la forêt d'Aokigahara, on ne peut pas utiliser le compas. Le compas se dérègle, donc on ne peut pas trouver la direction. C'est pourquoi on ne peut pas sortir de la forêt. Autrefois,
On dit que c'est les Indes morts qui ont fait cela. Mais maintenant, les scientifiques ont prouvé que ce phénomène est causé par le magnétite dans la lave. Mélange de légendes et de faits réels, la réputation maléfique de la forêt d'Aokigahara a traversé les siècles. Aujourd'hui encore, ce lieu sinistre attire de nombreux désespérés qui viennent ici mettre fin à leur jour. Face au nombre croissant de disparitions, les autorités locales ont décidé d'intervenir en installant des messages d'espoir à l'orée de la forêt. Mais rien n'y fait. La forêt serait donc réellement maudite? Les peurs ancestrales rapportées de génération en génération seraient-elles justifiées? Quoi qu'il en soit, si vous passez à proximité d'Aokigahara, poursuivez votre chemin. Et surtout, ne tentez pas de pénétrer dans le ver de cet enfer. Xochicalco, Sempoala, Etzna, Uxmal, Monte Alban. Au cours des 500 dernières années, des cités englouties ont été découvertes dans la forêt amazonienne. Mais la plus fabuleuse, celle dont parlent toutes les légendes incas, est la mystérieuse cité d'or, et elle serait sur le point d'être localisée. Souvenez-vous, dans les années 80, la légende des mystérieuses cités d'or a donné naissance à un dessin animé devenu culte pour toute une génération. Soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Mais si personne n'a pu oublier cette série, ce que l'on sait moins, c'est que la mystérieuse cité d'or existerait vraiment. Chez les Incas, elle serait plus connue sous le nom de Paititi. Et c'est dans cette ville engloutie que serait caché le fabuleux trésor des Incas. On raconte aussi que la cité aurait été entièrement construite en or. Au XVIe siècle, l'empereur Inca est fait prisonnier par les Espagnols. En échange de sa libération, il propose de leur donner une extraordinaire quantité d'or. Les Espagnols s'emparent de l'or, mais ils exécutent l'empereur. Terrifiés, les Incas quittent la ville par des passages souterrains et emportent avec eux leur trésor. Et ce sont ces tonnes d'or qui auraient servi à construire la fameuse cité d'or. Nous sommes au sud du Pérou, quelque part dans la région de Cusco, en pleine forêt amazonienne. Thierry Jamin est explorateur et depuis plus de 12 ans, il cherche la mystérieuse cité. Paititi est difficile à localiser parce qu'elle est vraisemblablement cachée quelque part au sommet d'une montagne vers la forêt amazonienne, dans des zones où aucun explorateur, aucun archéologue n'a encore mis les pieds. Et également parce que les Incas avaient l'habitude de construire leur cité dans des lieux assez inexpugnables et difficiles à atteindre, difficiles à localiser. Pourtant, cet aventurier serait à deux doigts de la localiser. Depuis ces dernières années, on a fait des découvertes assez fabuleuses. C'est d'abord des pétroglyphes, c'est-à-dire des figures sculptées dans la roche. On a pu déterminer qu'il s'agissait d'une carte mémoire que les Incas avaient réalisée justement pour rejoindre un site important à travers la forêt amazonienne. Et on a tout à croire qu'il s'agit de Paititi. Il faudra encore un peu de patience aux explorateurs des temps modernes. La mystérieuse cité d'or n'a toujours pas été découverte. En 1927, dans un monastère de Sibérie, le moine bouddhiste Itigilov est mourant. Il fait part de ses dernières volontés aux autres moines. Il souhaite que son corps soit exhumé en 2002. 75 ans plus tard, la parole du vieil homme est scrupuleusement respectée. Mais au moment de l'ouverture du tombeau, les moines vont faire une impensable découverte. Conformément aux vœux du lama Itigilov, en 2002, des moines bouddhistes partent à la recherche de sa dépouille. Après une longue journée de marche, ils trouvent enfin le cercueil et l'ouvrent sans plus attendre. Quand nous avons ouvert le couvercle avec Lama Bodo, nous avons vu une tête couverte d'un linceul de soie. Nous avons soulevé le linceul et le sommet de la tête brillait, comme celle d'un homme vivant. C'est la stupéfaction, le corps n'est pas déshydraté. Il est pratiquement intact et ne comporte aucune trace de décomposition.
Et le plus saisissant, c'est qu'il est assis en position du lotus, tel qu'il était au moment de sa mort. Voilà comment il était. Nous étions stupéfaits. On aurait dit qu'il était vivant. Comment un corps peut-il rester dans cet état 75 ans après la mort? Le moine avait-il un secret pour atteindre la vie éternelle? Très rapidement, la nouvelle dépasse les frontières et des milliers de curieux viennent pour constater le phénomène que la science est incapable de nommer. De son vivant, le moine Itigilov pratiquait la médecine tibétaine. Nombreux furent ceux qui tentèrent de retrouver dans les livres anciens un procédé secret qui aurait empêché le corps de se putréfier. Mais toutes les recherches restèrent vaines. Dépassés par le phénomène, les médecins tentent de trouver une explication. Nous avons examiné la surface intégrale du corps, des pieds à la tête. Il ne s'agit pas d'une momie. Pour ce que j'ai pu vérifier, lorsqu'on appuie sur la peau, on sent que les tissus présentent encore une certaine souplesse. Le mystère reste entier. La peau du corps du moine bouddhiste est encore souple et ne comporte aucune trace de décomposition. Encore plus impressionnant, il n'y a pas de rigidité des muscles puisqu'on peut même déplacer les membres du corps. Ce qui m'impressionne, c'est que la peau soit encore élastique et qu'il n'y a pas eu de putréfaction. Je pense que scientifiquement, c'est tout à fait curieux, voire dire c'est un euphémisme improbable. Maintenant, il y a une différence entre la science et la foi. Le lama aurait-il mis au point un procédé secret pour lui assurer l'éternité? Aurait-il été enterré dans un environnement propice à la conservation du corps? Ou a-t-il bénéficié d'une technique de momification encore inconnue? Pour mettre tout le monde d'accord, je dirais que cela tient à la fois du miracle et de l'énigme. Les bouddhistes expliquent le phénomène. Pour eux, le lama n'est pas mort. Il est en état de méditation, en route pour le nirvana. Alors, fruit de l'imagination, force spirituelle ou simple exception de la nature humaine, libre à vous de méditer. Des portes qui s'ouvrent toutes seules, une chaise qui se déplace sans aucune raison, et des bruits étranges à toute heure du jour et de la nuit. Si vous n'êtes pas sensible aux phénomènes paranormaux, l'histoire de Lisa Manning pourrait bien vous faire changer d'avis. Coventry, une grande ville d'Angleterre située à 150 km au nord de Londres. Célèbre pour sa cathédrale, son musée des beaux-arts et son stade de football, la ville hébergerait aussi un esprit frappeur. En mars 2010, alors que la famille Manning vient d'emménager dans un nouvel appartement, d'étranges événements se produisent. On était en train de regarder la télévision et on a entendu un énorme bruit dans la cuisine. Toutes les poêles et toutes les casseroles étaient tombées par terre. Le tiroir à couverts s'était ouvert tout seul. La lumière, elle, n'arrêtait pas de s'allumer et de s'éteindre. Prise de panique, la famille tente de quitter l'appartement sur le champ. Ma fille a couru vers la porte pour sortir, mais la porte était fermée. C'était comme si quelqu'un tenait la poignée de l'autre côté. Elle n'arrivait pas à ouvrir. Alors je me suis approchée, mais quelque chose m'a retenue. C'est comme s'il y avait eu un mur de briques devant moi. Je ne pouvais pas m'approcher de la porte et j'ai été projetée en arrière, mais je ne sais pas par quoi. La famille Manning est terrorisée. La maison serait hantée et habitée par un esprit frappeur. Un poltergeist, c'est une manifestation alliant des déplacements d'objets et des bruits violents. Par exemple, des coups sourds que l'on entend sous le plancher ou au grenier. Les Manning quittent l'appartement précipitamment. Mais une fois dehors, les ennuis continuent. On a aperçu une énorme silhouette. Elle était vraiment très grande. Lisa Manning demande alors à la société qui la loge de lui trouver un nouvel appartement. Elle se rend au commissariat pour raconter son histoire. Personne ne la croit. Elle place alors une caméra dans la chambre de sa fille. Et au bout de quelques heures, la porte du placard s'ouvre sans raison. Et une chaise traverse la pièce toute seule.
Le poltergeist, ça peut être soit un démon, soit un maléfice, soit un mort qui se manifeste parce qu'il attend quelque chose de vous. Ça nous apprend d'abord que le mort se manifeste ainsi pour faire passer un message. Et c'est aux vivants de les décrypter. La presse s'empare de l'affaire et le poltergeist de Coventry fait la une des journaux anglais. Chez les Manning, il continuerait de se manifester et sèmerait encore la terreur. Pour chasser définitivement l'esprit maléfique, Lisa fait appel à Derek Acorah, un célèbre médium anglais. Il ne reviendra plus parce que nous avons désenvoûté la maison. À présent, elle est protégée de toute activité paranormale pour l'éternité. Depuis, plus personne n'a jamais voulu parler de cette affaire. Ni la famille Manning, ni les autorités, ni même le médium. Il est aujourd'hui impossible de savoir si le poltergeist a réellement été apaisé. À 14 ans, Blandine aurait pu être une adolescente comme les autres, mais un événement extraordinaire a bouleversé sa vie. Un événement déroutant. Plus de 25 ans après, dans la région, personne n'a oublié. Blandine, à la Talaudière, ça nous fait penser à une jeune fille qui a aperçu, soi-disant, la Vierge. Blandine, c'est la personne qui aurait vu la Vierge. Elle a vu des apparitions de la Sainte Vierge. Comment expliquer que cette histoire ait autant marqué les esprits? Serait-ce parce qu'il y a une part de vérité? La Vierge, elle demande beaucoup de pénitence. Elle nous dit toujours pénitence, pénitence, pénitence. Tout a commencé au numéro 13 de l'une des rues de la Talaudière, à quelques kilomètres de Saint-Étienne. C'est dans cette maison que Blandine passe une enfance apparemment banale, mais marquée tout de même par de curieuses manifestations. Un jour, j'étais restée un moment avec elle pour voir si elle dormait bien. C'était engloutie dans son lit. Eh ben, elle avait une table de nuit à côté de son lit. Là. Eh ben, la table de nuit en l'air, avec tout ce qu'il y avait dedans. Oui, oui. Et puis alors la lampe de chevet aussi. Elle dansait comme ça, elle dansait sur la table de nuit. On a débranché, alors on était obligé de la débrancher et de l'enlever. Alors moi je disais, ben, quand même, si ça continue comme ça, c'est 4 matins, il va y avoir une apparition. Moi j'ai bien dit comme ça. Un rigolant. On a bien dit ça en rigolant, mais vous savez, je ne pensais pas une chose que ça allait se réaliser. Hein. Une apparition divine, un phénomène impensable, et pourtant. C'était le 31 octobre. Oui. 1981, à 14h25. Et la Vierge est habillée comment? En blanc, tout en blanc. Voile blanc, robe blanche, ceinture bleue, chapelet blanc passé autour de son bras gauche et la chaîne à en or, dorée. Est-ce que tu te sens plus heureuse maintenant ou qu'avant, je sais pas? Ça change. Oui, en quoi? Difficile. Difficile de trouver les mots justes pour expliquer l'inconcevable. La jeune collégienne dit recevoir ces étranges visites chaque samedi dans ce potager où elle a installé une statue. S'agit-il d'hallucinations ou de visions surnaturelles? Je suis avec la famille depuis 20 ou 25 ans. Je l'ai toujours connue jusqu'à ces dernières semaines comme une enfant comme toutes les autres, sans problème particulier. Je pense qu'elle devait être sincère. Mais d'où ça venait? Est-ce que c'était parce qu'elle était adolescente, parce qu'elle avait entendu beaucoup de choses au sujet des apparitions, ou si profondément elle y croyait? Là, je ne peux pas répondre. Par la suite, l'Église n'a pas souhaité officialiser ces apparitions. Mais le phénomène ne s'est pas dissipé pour autant. Au contraire, en 1982, la veille du lundi de Pâques, Blandine aurait déjà rencontré la Vierge à 31 reprises. J'ai eu vent de l'affaire un petit peu par hasard, puisque je suis de la région. Et ce lundi de Pâques 82, je suis allé sur place pour voir ce qui se passait. Et là, j'étais très surpris de voir des quantités de cars étrangers, belges, italiens, portugais, avec des quantités de personnes. Moi, j'estimerais à 3 000, 4 000, peut-être 5 000, c'est difficile à estimer, qui venaient pour cette manifestation ce jour-là. Contre toute attente, la nouvelle se répand bien au-delà de nos frontières. Les révélations de Blandine provoquent une effervescence inouïe dans la petite ville. Ce qui était assez mystérieux, c'était cette jeune fille, toute de blanc vêtue, qui parlait sans qu'on comprenne réellement ses paroles, et qui créait ainsi une ambiance, je ne sais pas, c'est indescriptible. Là, le monde autour n'existait plus.
Certains se prosternent devant elle, d'autres la considèrent comme une sainte. Et même si la Vierge n'est pas apparue à tous comme elle apparaît à Blandine, l'histoire ne s'arrête pas là. D'autres signes divins auraient été perçus ce jour de Pâques par les plus sceptiques. Au début, on n'y croyait pas tellement. Puis on doutait, puis on y a été quand même, on a douté beaucoup. Et moi j'ai regardé, j'ai vu de la croix dans le soleil. Ça faisait comme une sorte de néon, très fine. Le merveilleux s'est-il réellement emparé de ce modeste potager? De nombreux pèlerinages sont en tout cas organisés dans les années qui suivent, toujours avec la même ferveur. Des croyances renforcées par certains témoins qui affirment avoir trouvé à la Talaudière des vertus miraculeuses. Et l'engouement est tel que même la famille de Blandine est dépassée par les événements. Blandine était tellement harcelée qu'elle avait dû partir, se cacher dans un membre de sa famille, une de ses sœurs. Il y avait deux types de personnes qui venaient chez eux. Il y avait les curieux et les personnes croyantes qui venaient pour une raison simple, parce qu'il s'était passé quelque chose ici. 25 ans après les faits, Blandine a déménagé, mais des personnes viennent encore se recueillir près de la maison. Des messages de remerciement restent d'ailleurs gravés à jamais en souvenir d'un phénomène qui a peut-être disparu. La seule personne à le savoir n'est autre que Blandine, aujourd'hui maman de 40 ans. Elle ne souhaite plus parler de cette histoire qui a tant marqué sa vie. Cela fait des siècles que l'on en parle. Elle a toujours fasciné les écrivains, les historiens et a inspiré un grand nombre de films. 350 ans après, la bête du Gévaudan est certainement la légende la plus présente dans nos mémoires. L'année 1764 marque le début de la terreur dans la région du Gévaudan, en Lozère. Une bête effrayante et mystérieuse erre dans les forêts à l'affût de sang et de chair fraîche. Durant 3 ans, l'animal fera plus d'une centaine de victimes. On recensera au total 230 attaques et 120 morts. Des femmes et des enfants que l'on retrouvera égorgés, lacérés ou décapités. À l'époque, une réelle psychose s'empare des habitants de la région. On en parle jusqu'aux confins de l'Europe, et certains décrivent un spécimen d'une férocité exceptionnelle, doté d'une gueule énorme et d'une queue touffue et rougeâtre. C'est quand même un des faits divers relatifs à un animal sauvage les plus extraordinaires au monde. D'autant plus extraordinaire qu'on a quand même organisé contre elle les plus grandes battues qu'on ait jamais rassemblées dans aucun pays au monde contre une bête féroce. Et puis tout ça pour rien en fait. Hein. Créatures diaboliques ou loups-garous, les descriptions les plus folles alimentent les rumeurs. Très vite, c'est le loup qui est accusé de semer la terreur dans le Gévaudan. L'animal sauvage qui vivait encore dans nos régions à l'époque, c'était le loup. Donc ça doit être ça, et puis ça arrangeait bien tout le monde. Hein. En fait, le loup, c'est le plus timide, le plus craintif des grands prédateurs à l'égard de l'homme. Alors qu'un loup, il tuait plus de 100 personnes, ce qui m'a fait dire que, je sais pas, les petites paysannes du Gévaudan doivent avoir un goût extraordinaire. Hein. Non, c'est pas très sérieux tout ça. Hein. Et puis la bête du Gévaudan n'est pas un loup. D'autres témoins parlent d'un animal incroyable, issu du mélange d'un ours, d'un fauve et d'un chien. Et dans la longue série des suppositions, certaines gravures de l'époque évoquent une hyène, un glouton géant mangeur d'hommes, et même un homme déguisé en bête. Imaginez quelqu'un déguisé avec une peau loup, je sais pas trop quoi. Je pense quand même qu'il aurait été assez vite reconnu. Je pense pas qu'on l'aurait vu dévorer ses victimes et cracher le sang en direction de, vous voyez, comme on l'a rapporté. Et surtout, devant les chevaux, il faisait pas le poids 2 secondes. Il reste forcément un mystère dans la mesure où personne ne peut prétendre avoir complètement solutionné le mystère de la bête. Personne ne pourra jamais dire ça y est, j'ai mis un point final au mystère, tout est expliqué. Quelle que soit son identité, plus de 2 siècles après ces événements tragiques, la bête du Gévaudan est encore bien ancrée dans nos esprits. Cleveland's own Fox 8 News. Un étudiant a filmé une image incroyable dans un cimetière. États-Unis, une vidéo amateur surprend des millions de téléspectateurs. Alors qu'il se promène dans un cimetière, un adolescent filme ce qui est peut-être l'une des vidéos de fantômes les plus troublantes que l'on ait jamais vues. Nous sommes à Savannah, dans le sud des États-Unis, une ville dont le passé colonial est omniprésent. C'est là que Jesse Greathouse, un adolescent de 17 ans,
passe ses vacances avec ses parents et ses sœurs. On allait passer Noël chez notre tante. Ensemble, ils visitent le cimetière du Colonial Park, l'un des plus vieux des États-Unis, fondé en 1750. Jessie décide alors d'immortaliser la promenade avec sa caméra. Ma mère m'a donné la caméra et m'a dit de filmer ce que je voulais. Et alors que Jessie s'amuse à filmer des pierres tombales, une étrange apparition va lui glacer le sang. Une silhouette enfantine semble courir entre les tombes, puis bondir en haut d'un arbre, avant de s'évanouir mystérieusement. J'étais sous le choc, je ne savais pas quoi penser. De retour à la maison, Jessie montre la vidéo à ses parents. Il m'a dit « Papa, je crois que j'ai filmé quelque chose d'incroyable. » Je pense que c'est un fantôme. Je l'ai regardé des dizaines de fois et pour moi, il n'y avait aucun doute. Pour en avoir le cœur net, les Greathouse décident de confier la vidéo à des experts. Et le résultat est sans appel. Il n'y aurait aucun trucage. On a regardé la vidéo. Elle fait vraiment froid dans le dos. Cette forme sort de nulle part, grimpe aux arbres et disparaît. Et ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un trucage. Si ce n'était pas mon fils, je ne le croirais pas. Mais les images sont là. Ces images continuent de laisser les spécialistes sans voix. L'enfant, lui, n'a plus jamais été revu dans le cimetière de Savannah. Pour la plupart des gens, un zombie se présente comme ceci. Un cadavre en putréfaction qui, à la nuit tombée, sortirait de sa tombe pour dévorer la cervelle des vivants. Depuis des décennies, les histoires de zombies font frissonner. Michael Jackson en a même fait le héros de son plus célèbre clip. Mais en revanche, ce que peu de gens savent, c'est que les zombies existeraient vraiment. Haïti, un pays où le culte du vaudou est omniprésent. C'est dans cette région des Caraïbes que Wilfrid Dorissant vit avec ses parents Miguel et Eleanor. C'est aussi dans cette région que Wilfrid Dorissant est mort le 24 février 1988. En effet, selon toute vraisemblance, Wilfrid serait un authentique mort-vivant. Tout a commencé à la fin des années 80. À l'époque, Wilfrid est encore un jeune garçon en parfaite santé, jusqu'au jour où soudainement son état se met à se dégrader, sans raison. Il a commencé par perdre conscience. Puis régulièrement, il a eu des accès de fièvre où il rentrait en transe et secouait la tête dans tous les sens, en hurlant. Après 7 jours d'une terrible fièvre, le 24 février 1988, Wilfrid Dorissant est officiellement déclaré mort. Il est très vite enterré, ses parents sont inconsolables. J'étais dévasté. À ce moment, toute ma vie s'est écroulée. Après cette tragédie, la vie reprend son cours dans le petit village de Lamar où vivait le jeune homme. Et 5 ans plus tard, à la stupéfaction générale, celui qu'on avait enterré serait revenu d'entre les morts. J'étais halluciné. Je l'avais vu mort. J'étais allé à son enterrement. Et là, soudainement, il se tenait devant moi en vie. C'était un vrai miracle. Wilfrid serait réapparu miraculeusement. Pour ses parents, cela ne fait aucun doute. Ce revenant est bien leur fils décédé 5 ans auparavant. Quand il était petit, Wilfrid adorait jouer au football. Mais un jour, lors d'un match à l'école, il s'est cassé le doigt. Quand il est revenu, j'ai vu son doigt. Et c'est là que j'ai su que c'était lui. Problème, le Wilfrid qui est revenu est tellement imprévisible que ses parents ont dû l'attacher. Celui qui est revenu ne ressemble plus à mon fils. C'est une coquille vide, un véritable fantôme. Pour à peu près tout le monde dans le village, ce changement de comportement porterait un nom, la zombification. En Haïti, c'est une pratique courante du culte vaudou. Un procédé consistant à droguer des personnes avec un poison fabriqué avec le venin de ce poisson crapaud. Ce poisson fait gonfler le corps et le rigidifie et en même temps, il ralentit les battements du cœur en empoisonnant le sang
au point de donner l'impression qu'il s'est arrêté. Peu de temps après la mise en terre, le sorcier viendrait déterrer le corps de sa victime. À son réveil, le zombie serait dans un état végétatif dû à des lésions cérébrales irréversibles. Le sorcier pourrait alors en faire un esclave docile. Wilfried a-t-il vécu cette effroyable expérience? Est-il réellement devenu un zombie? Ou alors il s'agit peut-être simplement de l'une de ces nombreuses légendes qui alimentent l'histoire d'Haïti. La maison Winchester, un lieu étrange et fascinant. Plus de 2500 mètres carrés, 5 étages, une quarantaine de chambres, 17 cheminées, des couloirs sans fin, des portes donnant sur le vide, des escaliers ne menant nulle part, un jardin aux statues énigmatiques. Cette maison renferme un incroyable secret qui serait lié à la Winchester, le premier fusil à répétition. San José en Californie, au cœur de cette ville moderne de la Silicon Valley, se trouve un lieu singulier. On l'appelle la maison Winchester. Ce fut pendant presque 40 ans la demeure d'une veuve excentrique. Son nom, Sarah Winchester. Sarah Winchester était l'héritière de l'Empire Winchester. Elle avait épousé William Winchester, qui était le second président de la Winchester Company, et aussi le fils du fondateur. Sarah épouse William Winchester en 1862. À cette époque, le couple vit à New Haven, dans l'État du Connecticut, et elle est encore une jeune femme qui respire la joie de vivre. Mais très vite, les choses vont changer. Peu de temps après leur mariage, ils ont eu une fille qui est morte d'une maladie infantile alors qu'elle n'avait que quelques semaines. Quelques années plus tard, elle va perdre son mari William, qui succombe à la tuberculose. Terrassée par le chagrin, Sarah sombre peu à peu dans la folie. Elle se met à croire qu'elle est victime d'une malédiction et va voir un médium pour comprendre pourquoi le malheur s'abat sur sa famille. Cette médium qui se trouvait à Boston lui a expliqué qu'en fait, les esprits de tous ceux qui ont été tués par une arme Winchester étaient à l'origine de la mort de sa fille et de son mari. Elle a ajouté qu'ils la tueraient aussi, à moins qu'elle ne fasse construire une maison selon leurs directives. Sarah Winchester décide de quitter le Connecticut et part s'installer en Californie. C'est là, à San José, qu'elle va entamer la construction de cette maison pour le moins curieuse. Les ouvriers travaillaient jour et nuit, cela sans arrêt pendant 38 ans. Vers la fin de sa vie, la construction de cette maison lui avait coûté plus de 5 millions de dollars et la maison comptait 160 pièces. 160 pièces. La maison Winchester est un labyrinthe. Mais c'est aussi l'endroit le plus étrange et le plus étonnant qui soit. Des vitres posées à même le sol, des escaliers aux marches microscopiques, chaque nouvelle pièce rivalise de bizarreries. Il faut dire qu'elles ont été conçues dans des conditions un peu particulières. Cette pièce s'appelle la pièce aux esprits. C'est ici que Madame Winchester venait la nuit pour recevoir les ordres des esprits concernant les plans de la maison. Personne d'autre qu'elle n'avait le droit d'entrer dans cette pièce. Les plans que Sarah Winchester conçoit sous la direction des esprits et qu'elle fournit ensuite aux ouvriers donnent des résultats souvent déroutants, comme cet escalier aboutissant sur un plafond, ou encore cette porte donnant sur le vide, sans oublier ces placards dont on se demande ce qu'elle comptait bien pouvoir y ranger. La plupart des gens du quartier la prenaient pour une folle. À l'époque, sa propriété était très vaste et personne ne pouvait réellement voir ce qui s'y passait. Beaucoup de rumeurs circulaient à ce sujet, d'autant que Madame Winchester vivait comme une recluse et ne sortait jamais. En fait, personne ne savait vraiment ce qui se passait dans cette maison. La vérité sur cette maison sera révélée en 1922. Année de la mort de cette femme excentrique. Aujourd'hui, Sarah Winchester a rejoint son mari, sa fille et les esprits qui la tourmentaient jadis. Quant à l'étrange maison, elle est désormais classée au patrimoine des monuments américains. Depuis l'Antiquité, l'homme a dessiné et utilisé des cartes du monde, probablement même avant de savoir écrire. Ces représentations de la géographie ont ainsi évolué à travers les siècles au gré des innovations technologiques et scientifiques.
Pourtant, le 9 novembre 1929, une découverte aurait remis en question la connaissance de l'homme sur son environnement et sur son histoire. On a retrouvé une carte roulée sur l'étagère poussiéreuse d'une bibliothèque de Constantinople en Turquie. Cette carte avait disparu depuis 1513. Elle avait été dessinée par un Turc, l'amiral Piri Reis. Cette carte a été réalisée à l'aide d'une vingtaine d'autres documents, parfois plus anciens, datant de l'époque d'Alexandre le Grand et même avant. La carte est dessinée sur une peau de gazelle et malgré ses 400 ans, la représentation de l'ouest du monde est intacte. Pourtant, un détail surprend. La carte montre le sud de l'Amérique et l'Afrique avec exactitude. La carte intègre déjà un nombre très élevé de connaissances géographiques et scientifiques. Les positions géographiques sont effectivement parfaites, à un détail près. Selon les historiens, aucune carte ne pouvait intégrer les longitudes avant la fin du XVIIIe siècle. Et là, cette carte très ancienne démontre exactement le contraire. Mais c'est un autre détail qui va déconcerter les historiens. Ce qui est étrange, c'est que la carte montre avec précision des parties de notre planète que personne n'était censé connaître en 1513. Elle indique l'Antarctique. L'Antarctique au pôle Sud. Comment expliquer que le continent ait été représenté sur cette carte à cette époque, alors que sa découverte ne date que de 1820? Et ce n'est pas tout. Peut-être que le mystère le plus incroyable, c'est que la carte montre la péninsule antarctique, non pas telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire recouverte de glace, mais sans glace. Or, nous ne sommes en mesure d'affirmer que l'Antarctique était dépourvue de glace que depuis 1958. Si c'est bien le cas, comment autant d'éléments peuvent-ils figurer sur cette carte, à une époque où les connaissances géographiques n'en sont qu'à leur début? Plus récemment, on a comparé la carte à des vues de l'espace prises par satellite. Une fois encore, la correspondance est troublante. La carte aurait-elle pu être établie du ciel? Et si cela était l'œuvre d'une entité supérieure? Même si aucune de ces thèses n'est cautionnée par la communauté scientifique, les interrogations suscitées par l'existence de la carte Piri Reis nous rappellent combien notre connaissance de l'humanité peut être fragile. Depuis des milliers d'années, au fin fond du Pérou, sur la cordillère des Andes, se dressent de gigantesques blocs de pierre. Ces statues monumentales représentent des centaines de figures, toutes plus fascinantes les unes que les autres. Mais le plus troublant, c'est qu'en l'état actuel de nos connaissances, personne ne peut dire qui les a faites, ni comment, ni pourquoi. L'histoire commence en 1952, lorsque l'explorateur Daniel Russo s'aventure sur le plateau péruvien de Marcahuasi. À 3800 mètres d'altitude, il fait une découverte saisissante. Sur 200 hectares, près de 200 immenses sculptures taillées dans la pierre apparaissent dans le sol. Elles représentent des êtres humains ou des animaux pouvant mesurer jusqu'à 30 mètres de haut et 200 mètres de long. Toute sa vie, Daniel Russo va tenter de trouver l'origine de ce site unique en son genre, sans y parvenir. Mais après sa mort, d'autres explorateurs reprendront le flambeau. C'est ainsi qu'en 2005, le chercheur anglais Peter Schneider s'attaque à cette énigme avec le Dr Shore, un éminent géologue de l'université américaine de Boston. Honnêtement, je ne suis pas convaincu que ces sculptures, si on peut les appeler ainsi, aient été façonnées par la main de l'homme. Je pense plutôt à un phénomène d'érosion naturelle, mais je préfère m'en assurer. Et pourtant, le géologue va rapidement s'apercevoir qu'il est impossible que ces figures soient apparues naturellement et en même temps. Si cela a uniquement été fait par la nature, je dois dire que c'est absolument incroyable et inhabituel. J'ai l'impression qu'on ne peut pas déterminer précisément si c'est totalement naturel. Cela ressemble à une combinaison entre une action naturelle et un travail artificiel de retouche. En tout cas, je pense que nous sommes devant des œuvres réalisées il y a plus de 100 000 ans. Mais si ces pierres ont des milliers d'années, quelle civilisation a pu entreprendre de tels chantiers? Plus impressionnante encore, au-delà d'un savoir technique très développé, certaines œuvres témoignent d'un prodigieux savoir culturel.
Il existe un très grand nombre de figures et certaines font référence à d'autres continents. Le continent asiatique, le continent africain. Alors, comment est-il possible qu'une civilisation aussi ancienne ait été capable de voyager dans le monde entier? Certains avancent l'hypothèse d'une population extraterrestre qui aurait laissé ses œuvres comme preuve de son passage. L'un des visages ressemble d'ailleurs étrangement à celui photographié sur le sol de la planète Mars. Une chose est sûre, les pierres de Marcahuasi n'ont pas fini de nous intriguer et de nous émerveiller. La famille Taylor, une famille comme les autres. Mais depuis qu'Auguste, le petit dernier, a commencé à parler, ses parents s'interrogent. Un jour, Gus devait avoir 1 an et demi. J'étais en train de le changer et il m'a regardé. Et il m'a dit, « Tu sais, quand j'avais ton âge, c'était toujours moi qui te changeais. » Et j'étais sidéré. Son grand-père est mort 1 an avant sa naissance. Il ne l'a donc pas connu, mais il a toujours prétendu être sa réincarnation. Et à chaque fois que l'on parlait de grand-père Augie, il disait « Vous parlez de moi ?» Il était si catégorique que ça semblait complètement naturel. Les parents de Gus ne sont pas au bout de leur surprise. Dans l'album de famille, il est capable de reconnaître son grand-père alors qu'il ne l'a jamais vu. Sur une photo datant des années 50, il cite sans hésiter les noms des camarades de classe de son aïeul et, plus troublant encore, il désigne même sa toute première voiture. Quand mon père m'a montré cette photo, je lui ai tout de suite dit que c'était ma première voiture. Et là, il était effrayé, car c'était bien l'ancienne voiture de mon grand-père. Gus serait-il la réincarnation de son grand-père ? Et puis un jour, il m'a dit « Maman, tu sais, une fois que l'on meurt, on renaît. Et c'est pour ça que je suis à nouveau un enfant. » Il semblait vraiment ravi de me dire cela. Les propos du petit garçon semblent défier les lois du rationnel. Pourtant, à l'université de l'État de Virginie, un éminent psychiatre consacre tout son temps à l'étude de ces enfants qui se souviendraient de leur vie antérieure. En 40 ans, on en aurait même répertorié plus de 2500. On observe ce genre de cas partout dans le monde et dans des familles qui ne croient pas forcément à la réincarnation. Mais le cas du jeune Gus qui dit être la réincarnation de son grand-père est particulièrement intéressant. Pour le professeur Tucker, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Les propos de Gus ne sont ni des mensonges, ni le fruit d'une imagination délirante. Un jour, je discutais avec Gus et nous avons parlé de son grand-père. Je lui ai demandé s'il avait des frères et des sœurs lorsqu'il était grand-père Augie. Et il m'a répondu qu'il avait une sœur, mais qu'elle était morte, assassinée et noyée. Je suis resté sans voix. J'étais abasourdi. Je me demandais comment il pouvait savoir une chose pareille. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il disait la vérité. Parce que le meurtre de ma tante a toujours été un sujet tabou dans la famille. Personne n'en a jamais parlé et même ma femme n'était pas au courant. Mais alors comment Gus aurait-il pu connaître cette tragédie ignorée de tous s'il n'avait pas vraiment vécu à cette époque? Troublante coïncidence ou réel phénomène de réincarnation? Sur ce pont écossais règne le calme et la sérénité. Et pourtant, plus personne n'ose y promener son chien. L'endroit fait peur, plus de 50 chiens y ont déjà trouvé la mort, toujours de la même manière, toujours au même endroit, et on ne sait toujours pas pourquoi. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. C'est un mystère insoluble. Une atmosphère paisible se dégage de ce manoir d'Overtoun, à l'ouest de l'Écosse. Mais à quelques mètres de là, sur ce pont construit à la fin du 19e siècle, se produit un phénomène déroutant qui intrigue jusqu'à l'autre bout du monde.
La première fois que j'ai entendu parler de cette histoire, c'est par l'intermédiaire d'un ami de l'Alabama. Il m'a appelé et m'a dit « Bob, qu'est-ce que c'est que cette histoire de chien qui saute depuis un pont ?» Je lui ai répondu « Écoute, je ne sais pas, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. » Il m'a dit « Mais on ne parle que de ça à la radio. » L'effervescence médiatique est à la hauteur de l'énigme. Depuis les années 50, de nombreux chiens changent brutalement de comportement en traversant ce pont et se jettent dans le vide. Les propriétaires des chiens sont encore aujourd'hui sous le choc. À un moment, Ben s'est arrêté, il a mis ses pattes sur le rebord du pont et il a sauté dans le vide. Il a couru vers le pont et il a sauté. On regardait la chute d'eau en bas et notre chien qui avait 6 ans s'est soudain jeté de l'autre côté du parapet. Et la situation empire. 5 chiens sont morts ces 6 derniers mois. Au total, plus de 50 chiens se sont jetés du pont. Le plus étrange, certains ont miraculeusement survécu, sont revenus sur place et ont sauté à nouveau. Ce phénomène déconcertant a laissé penser qu'ils viendraient à Overtoun Bridge pour se suicider. Je ne crois pas que les chiens aient conscience de la différence entre maintenant et le futur, entre aujourd'hui et demain. Donc, concernant un probable suicide, je ne vois pas comment ils peuvent penser que ce qu'ils vivent est mauvais pour eux et que la seule solution est de mourir. Mais alors comment expliquer un tel comportement ? Seuls les chiens sont touchés, ils sautent toujours par temps clair et toujours sur ce côté droit du pont, comme si quelque chose les attirait ou les effrayait. Les chiens sont capables de détecter des choses que nous ne pouvons détecter. Il y a des choses qu'ils perçoivent mieux que nous. On sait que les chiens peuvent répondre à des sons que les humains n'entendent pas. Des spécialistes en acoustique sont venus étudier le lieu, mais ils n'ont rien décelé d'anormal. Des comportementalistes ont alors évoqué la présence éventuelle de souris, d'écureuils ou de visons qui dégageraient depuis la rivière une odeur particulièrement attirante. Mais curieusement, on ne retrouverait ce phénomène qu'à Overtoun Bridge, un endroit qui a connu d'autres événements inexpliqués. Avant que le pont n'existe, la mythologie celte évoque ce lieu comme une brèche entre le monde terrestre et celui de l'au-delà. Aujourd'hui encore, personne ne sait pourquoi le destin de ces chiens bascule tragiquement à l'issue de ce qui n'était qu'une banale promenade de santé. Malin, c'est le nom de ce charmant village de Bourgogne. Mais Malin, c'est aussi le nom que l'on donne à Satan, à Belzébuth, autrement dit, au diable. Le village de Malin comptait récemment encore 666 habitants. 666, c'est aussi le nombre du diable. Une bien étrange coïncidence. Il était une fois le 666, un nombre maléfique, considéré par beaucoup comme le signe de la fin du monde. 3 fois le nombre 6, c'est la pire des choses, quoi. C'est l'imperfection totale, c'est le mal total. Depuis la nuit des temps, l'association des 3-6 est à l'origine de nombreuses superstitions. Tout commence avec un extrait de la Bible. C'est quelque chose qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 18. Ce fameux verset dit que le chiffre de la bête, qui est un chiffre d'homme, c'est 666. Pour les chrétiens, ce nombre maléfique issu de l'Ancien Testament représente un homme ayant vraiment existé. Ce chiffre-là veut représenter un personnage, mais la question, c'est qu'on ne sait pas qui. Alors on a proposé Néron. Néron, un cruel empereur romain tristement célèbre pour ses persécutions envers les chrétiens. Grâce à une science ésotérique associant des lettres avec des chiffres, le nom de Néron correspondrait à 666. Mais d'autres résultats sont extrêmement troublants. L'addition des lettres de Lucifer donne le nombre 666. Pour beaucoup, ce serait la preuve indiscutable que ce nombre annonciateur de l'Apocalypse serait directement lié à l'Antéchrist, c'est-à-dire au diable lui-même. Le diable, un ange déchu que l'on connaît sous une multitude de noms. Lucifer, Belzébuth ou Satan. Le diable, appelé aussi le malin. Malin, c'est précisément le nom d'un petit village de la Côte d'Or près de Dijon. Un village autour duquel circulent de nombreuses légendes. On a trouvé une vieille légende qui disait
Il était une fois Malin, une jeune et jolie jeune fille blonde, aimée de tous les habitants du Finage, quelle ne fut pas leur stupeur lorsqu'ils la virent un jour entraînée par un homme noir dans l'antre des enfers. Et cet antre des enfers semble bel et bien exister. Puis on retrouve après que le château était construit sur le trou du diable. Ah, les enfers, le diable, il y avait une étroite parenté, on s'est dit tiens, on sait où est le château, où est le trou du diable. Alors on a donc cherché et on a trouvé le trou du diable. Ce trou du diable se trouve ici même, en contrebas du château de Malin. Au Moyen-Âge, certains prétendaient que cette grotte était un chemin qui menait directement aux enfers. Alors le diable aurait-il vraiment rôdé dans le village ? En ces temps reculés, les légendes qui circulent autour de Malin, de son château et du trou du diable, en font un endroit de sinistre réputation. D'ailleurs, le village et ses alentours vont devenir un haut lieu des procès en sorcellerie. On entend parler de sorcellerie dans les périodes troublées, quand il y a des calamités climatiques ou des guerres, des épidémies. Et il se trouve qu'en 1640, on a arrêté des gens, les supposant à l'origine de ces calamités. Alors à Malin, il y a une vingtaine de personnes, on leur liait les pouces avec les orteils, et on les emmenait, on les garrotait et on les jetait dans l'ouche. Alors tous ceux qui coulaient, ceux qui n'avaient pas de pouvoir spécial, donc ils étaient innocents, et ceux qui remontaient, c'est des espèces de magiciens, donc c'était les coupables. Et à coups de fourche, on les faisait couler. Ces persécutions poursuivront les malheureux pendant plusieurs générations. Il y a des familles qui sont encore répertoriées comme des familles descendantes de sorciers et qui ont mis longtemps avant de pouvoir avoir une vie normale parce qu'on les considérait comme infâmes. Il faut dire que rien ni personne ne passe inaperçu dans un si petit village. Un petit village qui récemment encore comptait un nombre d'habitants bien étrange. 666. Mais ce ne sont pas les 666 habitants du diable. C'est drôle, quoi. Ça fait partie des petites particularités d'étranges de Malin. Une grotte menant tout droit vers l'enfer, des procès en sorcellerie, 666 habitants. Le démon régnerait-il encore en maître dans le village de Malin ? Seuls les habitants pourraient en témoigner, si tant est qu'ils aient une réponse. Ces statues africaines seraient dotées d'un fabuleux pouvoir. Elles assureraient la fertilité à toutes les femmes qui les toucheraient. C'est arrivé à tellement de femmes, c'est inexplicable. Pour moi, il n'y a aucun doute. Ces statues ont quelque chose de spécial. Orlando, dans le sud des États-Unis. En 1994, Edward Meyer, le conservateur d'un musée, fait l'acquisition de 2 statues anciennes qui représentent un homme et une femme. Ces sculptures en ébène proviennent d'une tribu africaine située en Côte d'Ivoire. L'homme tient dans une main une mangue, symbole de la fertilité, et dans l'autre une épée. Quant à la femme, elle porte un bébé sur ses genoux. C'est un roi et une reine. Selon une croyance ancestrale, ce couple souverain serait symbole de fertilité. Plus étonnant encore, la légende dit que si une femme passe entre les 2 statues et les touche, elle tombera enceinte rapidement. On les a d'abord mises dans nos bureaux, parce qu'il n'y avait pas de place au musée. Et en 13 mois, 13 femmes sont tombées enceintes après avoir touché les statues. Alors qu'elles ne cherchent pas à avoir d'enfants, de nombreuses collaboratrices de la société seraient tombées enceintes après avoir touché les statues. À l'époque, je prenais un moyen de contraception. Cela a été une grande surprise que de tomber enceinte, mais une merveilleuse surprise. L'histoire se répand comme une traînée de poudre. Et le Wall Street Journal se fait même l'écho de ce mystérieux baby-boom. Une jeune mère de famille croit plus que jamais au pouvoir des statues africaines. Et pour cause, pendant 3 ans, Rachel Taylor a tout essayé pour avoir un enfant, sans résultat. En 2009, en désespoir de cause, elle décide de s'en remettre aux fameuses statues. Ma mère a lu un article vantant les pouvoirs des statues. Comme j'avais tout essayé pour avoir un enfant et que cela ne marchait pas, je me suis dit que je n'avais rien à perdre.
J'ai dû toucher les statues pendant 20 minutes. Et peu de temps après, ce petit bout de chou est arrivé. Comme pour des milliers de femmes avant elle, le miracle des statues de la fertilité semblerait s'être produit. Je suis convaincue que ces statues m'ont aidée. Je ne vois pas d'autre explication. Le prétendu pouvoir des statues de la fertilité fascine, à tel point qu'Edward Meyer décide de les rendre accessibles au grand public. Pour cela, il les expose dans toutes les succursales de la société. On a décidé de les exposer à l'accueil, juste avant la caisse des musées. Comme ça, tout le monde peut venir les voir et les toucher sans débourser un centime. Les mystérieuses statues ont déjà fait 3 fois le tour du monde. Depuis 1994, plus de 3000 femmes seraient tombées enceintes après les avoir touchées. Impossible alors d'ignorer ce curieux baby-boom, même s'il n'existe aucune preuve scientifique à ce phénomène. Du célèbre Dracula, immortalisé tant de fois au cinéma, à la sanglante comtesse Bathory qui aurait saigné plus de 300 victimes au Moyen-Âge, les histoires de morts vivants assoiffés de sang ont toujours fasciné. On pourrait alors penser que les vampires appartiennent désormais au passé. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, au cœur de Londres, une étrange affaire a défrayé la chronique. Dans ce havre de nature et de paix, les âmes semblent au repos. Dans le cimetière de Highgate, le temps paraît avoir suspendu son vol. Et pourtant c'est ici que se serait déroulée l'une des plus célèbres affaires de vampirisme du siècle dernier. En 1970, les gardiens du cimetière découvrent des centaines de cadavres de chats et de chiens vidés de leur sang. Quelques jours plus tard, les rumeurs les plus folles commencent à circuler dans Londres. Divers témoins ont affirmé avoir vu un homme de haute taille, une silhouette noire, très pâle, qui hantait le cimetière. Fasciné depuis toujours par les histoires surnaturelles, Sean Manchester, un ancien prêtre catholique, décide alors de pratiquer un exorcisme dans le caveau du cimetière qui aurait abrité l'inquiétante silhouette. Il y avait tout autour des caméras de télévision, des badauds, enfin bref, ça a eu un retentissement énorme. Il avait son pieu, son maillet et donc les prières d'exorcisme. Au moment où il allait frapper sur le pieu, quelqu'un l'a arrêté en disant « Attention, on risque d'avoir des poursuites. Il est absolument interdit de molester un cadavre. » Cette fois-là, Manchester se contente donc de la prière. Puis il décide de murer le caveau avec des briques sur lesquelles il frotte de l'ail pour chasser les mauvais esprits. Une psychose s'empare alors des habitants de Londres. 2 jeunes filles contactent Sean Manchester. L'une d'elles était une jeune fille d'origine polonaise, Elisabeth Wojdila, qui présente d'ailleurs les fameuses morsures caractéristiques au cou, les 2 points au cou, et une autre jeune fille nommée Lucia, qui elle aussi souffrait d'anémie, et qui avait des rêves, des cauchemars, où elle voyait un vampire la visiter la nuit. Suite au témoignage des 2 jeunes filles, Sean Manchester reprend de plus belle sa chasse aux vampires. Il est revenu dans une maison en ruine qui était proche du cimetière de Highgate, dont on disait d'ailleurs qu'elle était hantée. Il dit avoir trouvé dans une cave un cercueil qui contenait un cadavre parfaitement conservé. Quand nous l'avons ouvert, nos pires soupçons ont été confirmés. Pour se débarrasser du vampire, il faut lui planter un pieu en plein cœur. Sa décomposition est alors immédiate. Il a enfoncé un pieu dans le cœur de ce cadavre et il prétend donc avoir photographié le cadavre au moment où il se décomposait. Donc on peut dire qu'à partir de cette date, c'est la fin de l'affaire du vampire de Highgate. Hystérie collective, manifestation paranormale. Le vampire de Highgate n'est pas prêt de livrer son terrifiant secret, et aujourd'hui encore, certains redoutent toujours de l'apercevoir. Les sorciers et les sorcières font partie de notre culture. On en fait parfois même des stars de cinéma. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. La ville de Salem, à l'est des États-Unis, a connu le cas de sorcellerie le plus sombre de l'histoire américaine. Tout commence en 1692, quand le comportement de 3 jeunes filles attire toutes les attentions.
Elles avaient un comportement très étrange. Elles jetaient des objets, se disaient tourmentées par des mauvais esprits, se mettaient dans des états de transe, et parfois même, elles aboyaient. Leurs symptômes étaient très perturbants. Elles se contorsionnaient, parlaient de manière incompréhensible et jetaient même la Bible à travers la pièce. Un médecin est alors appelé à leur chevet, mais il ne trouve aucune explication rationnelle à cet étrange comportement. Son diagnostic, c'est qu'elles étaient ensorcelées. Les 3 jeunes filles, convaincues d'être possédées, accusent certaines femmes du village de leur avoir jeté un sort. Elles ont expliqué que certaines femmes du village venaient les torturer la nuit et que le diable en personne était venu les voir pour leur faire signer un pacte. L'affaire prend de l'ampleur. Les jeunes filles et les présumées sorcières sont appelées à comparaître devant un tribunal pour s'expliquer. Elles prétendaient voir des oiseaux dans la salle d'audience. Des oiseaux qui venaient sucer la peau des accusés. Et quand ces mêmes accusés touchent les jeunes filles, ces dernières se mettent à trembler et à crier. En ville, la tension est à son comble. L'une des accusées reconnaît finalement être une sorcière. Elle a avoué pratiquer la sorcellerie. Elle a donné les noms d'autres jeunes femmes qui étaient également des sorcières. Et très vite, d'autres femmes du village ont déclaré être possédées. Au bout du compte, 150 personnes seront accusées de sorcellerie et 19 seront exécutées. Quelques mois après ces terribles événements, personne n'a plus jamais entendu parler de ces phénomènes. Aujourd'hui encore, on ne peut expliquer ce qui s'est produit à Salem. Mais cette histoire de sorcière reste profondément ancrée dans la mémoire des Américains. Le 31 juillet 2008, la NASA révèle la présence d'eau sur la planète Mars. Cette annonce réveille les rêves les plus fous quant à une nouvelle vie dans l'univers. Les révélations sur la planète Mars ne font que commencer. Voisine de la planète Terre, Mars est aussi sa petite cousine dans le système solaire. Celle que l'on appelle la planète rouge présente de nombreuses similitudes qui attisent la curiosité des astronomes. On a des montagnes, on a des volcans, on a la trace d'anciens fleuves. Autre étonnante ressemblance, elles ont des calottes polaires au niveau des pôles nord et sud, qui sont tous les deux essentiellement constitués de glace d'eau. Sans doute trop hâtivement rangée parmi les planètes mortes à cause de sa surface désertique, Mars pourrait renfermer le secret de la vie. En mai dernier, l'espoir d'une vie martienne se porte sur Phoenix, un petit robot qui se pose sur la planète rouge pour y prélever des échantillons de glace. Et le 31 juillet 2008, l'Amérique peut annoncer au monde entier « Je suis très heureux de vous annoncer que nous avons pu prélever des échantillons de glace avec notre analyseur. Nous avons pu toucher et goûter de l'eau. Ce qui n'a encore jamais été réalisé. Et de mon point de vue, cette eau a vraiment du goût. » Pour la première fois, la NASA confirme la présence d'eau sur Mars. Et de l'eau à la vie, il n'y a qu'un pas. S'il y a eu de l'eau sur Mars, comme il y en a eu sur la Terre, on n'a a priori aucune raison d'imaginer que les mêmes phénomènes ne se sont pas produits sur Mars comme sur Terre, à savoir l'apparition de la vie. Donc ça, c'est vraiment une question absolument passionnante à laquelle on aimerait bien avoir une réponse. Depuis toujours, l'homme a rêvé de rencontrer des extraterrestres ou des créatures intelligentes descendues de l'espace. Ces fantasmes n'ont pas manqué d'alimenter les thèses les plus extravagantes. Aujourd'hui, nos certitudes sont bousculées. Peut-être y a-t-il déjà eu de la vie sur Mars? Peut-être même qu'à l'heure actuelle, il y en aurait encore. On peut très bien imaginer qu'à quelques kilomètres sous la surface, on trouve des véritables lacs souterrains géants, dans lesquels, éventuellement, des organismes qui seraient apparus à la surface auraient migré progressivement au fil de la désertification, je dirais, de la surface de la planète pour continuer à survivre. On s'attend davantage à trouver des bactéries sur Mars que des petits hommes verts. Mais peut-être découvrirons-nous bientôt que nous ne sommes pas tout à fait seuls dans l'univers. Officiellement, il n'existe qu'une seule et unique espèce humaine sur Terre, la nôtre. C'est l'Homo sapiens. Mais en 1968, une découverte édifiante va bouleverser cette certitude.
Dans des contrées sauvages et inexplorées de notre chère planète, il survivrait d'autres hommes, des hommes préhistoriques. Les scientifiques qui ont un regard de naturaliste ne sont pas du tout choqués par l'idée qu'il puisse y avoir une autre espèce. Ce qui était vrai il y a 25 000 ans était encore vrai il y a 12 000 ans. Pourquoi est-ce qu'au XXe siècle ou au XXIe siècle, ça ne serait plus possible? Décembre 68, le zoologue Bernard Reuvelmans se rend aux États-Unis. Son confrère, Sanderson, tient absolument à lui montrer une étrange curiosité exhibée dans une foire du Minnesota. Bernard y est allé, s'y est traîné, parce qu'il ne croyait absolument pas trouver quelque chose d'intéressant. Mais il s'était fait une règle d'aller toujours voir, en tout cas. Et il m'a envoyé une lettre complètement stupéfait de ce qu'il venait de voir. On vient de montrer à Reuvelmans un cercueil de glace qui conserve une étrange créature. Il n'en croit pas ses yeux. J'ai eu l'occasion d'aller examiner dans une baraque foraine le cadavre congelé d'un homme velu, de grande taille, un peu plus d'1,80 m, 1,82 m, qui était présenté à travers toute l'Amérique. Ce cadavre, retrouvé en Asie, serait mort en 1967. Reuvelmans observe son anatomie pendant 3 jours et ses conclusions sont aussi formelles qu'extraordinaires. Ce n'est pas un singe, c'est un homme qui n'a pas évolué comme nous. Cet homme présente des caractères qui ne sont pas tous ceux de notre anatomie. Ça ne serait pas un Homo sapiens. Reuvelmans a-t-il découvert un survivant de la préhistoire? Cette découverte va déclencher une polémique internationale. Une autre espèce humaine, encore sauvage et velue, censée avoir disparu depuis des millénaires, existerait encore. Impensable révélation. Et pourtant... C'était un scientifique rigoureux, maniaque même. Et là, il se trouvait devant quelque chose dont il ne pouvait pas douter, d'autant plus que, petit détail qui a son importance, la vitre qui se trouvait au-dessus du cadavre avait craqué à un endroit et il s'en élevait une forte odeur de pourriture, ce qui fait que ça ne pouvait pas être un épouvantail quelconque ou une contrefaçon hollywoodienne. Le corps n'est pas non plus en bon état. Il lui manque un œil, il a un bras cassé. Esthétiquement, ça n'est pas tout à fait dans les canons de ce que l'on peut avoir envie de voir et d'exposer. Afin d'y voir plus clair, les spécialistes programment une autopsie. Mais contre toute attente et sans que personne ne comprenne pourquoi, la créature va se volatiliser subitement. Ça ne m'étonne pas. Cette découverte pourrait avoir une ampleur énorme parce qu'elle prouve l'existence d'un deuxième type d'homme. Ça va tellement à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. Vous savez, quand quelque chose dérange, on le fait disparaître. Mais de nombreux scientifiques refusent d'en rester là. Ils veulent savoir et cherchent de nouvelles pistes. Des expéditions sont alors organisées en Asie. Dans les années 90, une équipe de télévision va suivre Jordi Magraner dans les montagnes du Pakistan. Pour ce chercheur du Muséum national d'histoire naturelle, il est impossible de nier l'hypothèse que des populations humaines encore inconnues survivent quelque part. L'argument classique, si c'était vrai, cela se saurait. Il est discutable. Ce sont des vallées très difficiles d'accès, des zones qui n'ont jamais été occupées par l'humanité, sauf à l'époque de la préhistoire. Et le fait de ne pas voir de ce type d'individu, ça n'est pas non plus extraordinaire. C'est tout à fait normal de ne pas voir l'animal. Seuls quelques bergers nomades osent encore s'aventurer dans ces contrées. Et c'est à eux que Magraner va confier différentes descriptions, parmi lesquelles des grands singes, des ours, des hommes fossiles, sans oublier le mystérieux intrus. Et tous ont toujours donné la même incroyable réponse. Il n'hésitait pas, il choisissait toujours la reconstitution de Bernard Reuvelmans. Devant de tels témoignages, comment ne pas s'interroger? Sommes-nous réellement la dernière et unique espèce humaine? Et l'histoire de l'homme sauvage reste-t-elle un mythe ou est-elle une future réalité? Pour présenter le petit village sicilien de Caneto di Caronia, on parlait surtout de sa plage, de la clarté de ses eaux, de ses ruelles animées et de sa douceur de vivre. Mais depuis maintenant 3 ans, le village fait peur. J'ai vu une femme sortir du tapis et là, tout a pris feu. Caneto di Caronia serait le théâtre de phénomènes surnaturels, des incendies mystérieux et inexpliqués.
Des appareils électriques retrouvés carbonisés, des téléviseurs qui s'enflamment subitement, des meubles qui prennent feu sans aucune explication. À Caronia, c'est la panique. D'abord une, puis deux, puis 5, au total 17 maisons sont touchées. Les premiers feux ont commencé à se manifester à la fin de l'année 2003. D'abord, c'était les gaines, puis les fils électriques qui s'enflammaient. En janvier 2004, le phénomène s'est propagé dans tout le village. Il y avait de la fumée qui sortait des prises de courant et des interrupteurs. Même le fil du babyphone de ma petite fille a brûlé. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'il a pris feu en plein milieu, pas du côté de la prise. Ça, c'était vraiment incroyable. Au début des incendies, les habitants de Caronia étaient persuadés que les feux étaient provoqués par des courts-circuits ou par de simples problèmes de surtension. Tout le monde cherchait une explication rationnelle. On a d'abord coupé l'électricité dans le village, et là, stupeur, les feux ont continué de plus belle. La nappe, l'armoire, tout noircissait et se consumait sur place. Le pire, c'est que même quand le courant était coupé, les feux continuaient. Le 12 février 2004, pour tenter de ramener le calme dans le village, le maire de Caneto est obligé de prendre une décision. J'ai décidé de faire évacuer le village à cause du caractère imprévisible des incendies. Même en pleine nuit, les feux démarraient. C'était très dangereux. J'ai fait évacuer 17 maisons. Les habitants ont été relogés et les maisons ont été mises sous scellé. Une longue enquête a alors été ouverte par la gendarmerie locale et l'affaire est même remontée jusqu'à Rome, qui a dépêché sur place plus de 50 spécialistes venus des 4 coins de l'Italie pour résoudre cette énigme pour le moins troublante. Jamais le village de Caronia n'avait connu une telle effervescence. Des ingénieurs en électricité ont alors investi les lieux munis d'appareils des plus sophistiqués. Mais après une série de tests, de mesures et d'observations très élaborées, le verdict est sans appel. L'origine des feux ne provient pas des circuits électriques. On soupçonne alors la ligne de chemin de fer. Mais encore une fois, réponse négative. Ce fut au tour des spécialistes des champs électromagnétiques, puis des vulcanologues qui cherchaient une éventuelle coulée de lave souterraine. On a vu énormément d'experts défiler. Chacun était on ne peut plus compétent dans sa spécialité. Mais ça ne nous a apporté aucune réponse. Aucune des hypothèses formulées n'a pu être validée. Face à l'impuissance de la science, la rumeur gronde dans les ruelles de Caneto. Et si ces incendies étaient l'œuvre du diable, au bout d'un moment, on ne peut écarter aucune hypothèse. Comme personne n'était en mesure de nous expliquer scientifiquement le phénomène, on ne comprenait plus rien. Comme il n'y avait aucune version officielle, on a fini par envisager certaines choses. Mais ici, le diable, on ne veut pas y croire, et les villageois s'opposent fermement à la venue d'un exorciste. Les feux se seraient calmés, emportant ainsi les frayeurs des habitants enfumés. Mais pour combien de temps ? Arles-sur-Tech, dans les Pyrénées-Orientales. Un petit village typique aux allures méditerranéennes. Un village apparemment tranquille. Pourtant, non loin de l'église, au fond d'une petite cour, se trouve l'un des mystères les plus controversés de tous les temps, le sarcophage d'Arles-sur-Tech. Selon les écrits, l'affaire du sarcophage d'Arles-sur-Tech aurait débuté en l'an 960, avec l'arrivée de reliques rapportées de Rome et déposées dans un sarcophage en marbre. Depuis le Moyen-Âge, on raconte que ce tombeau se remplirait régulièrement d'une eau pure et limpide, au pouvoir miraculeux. Mais il ne s'agirait pas que de quelques gouttes. Certaines années, on aurait même extrait 300 litres d'eau du sarcophage. Alors d'où proviendrait cette eau cristalline ? Simple phénomène de condensation, ruissellement des eaux de pluie, légende ou miracle ? Depuis toujours, on mène l'enquête sur l'origine de cet étrange liquide. La première enquête dont nous avons le témoignage a eu lieu en 1529.
Cette année-là, des troupes de Charles Quint étaient passées à Arles et ils avaient tiré de l'eau pendant leur séjour, une quinzaine de jours environ, plus de 3 fois la quantité du sarcophage, d'après les textes qui nous sont parvenus. Il y eut une deuxième enquête en 1587. Le visiteur, nonce apostolique, vint lui-même s'assurer qu'il n'y avait pas de supercherie. Il fit déplacer le sarcophage, il le fit sortir, ouvrir, et on constata qu'il n'y avait pas de canal, de conduit dans les supports qui sont toujours là. Il vérifia qu'il n'y avait pas non plus d'interstice, donc l'eau ne pouvait pas remonter par le sol. Au nom de la connaissance, le sarcophage est ouvert en 1950, vidé et nettoyé. 3 jours plus tard, l'eau serait réapparue. En octobre 1958, des scientifiques se déplacent pour examiner le sarcophage. Divers instruments de mesure sont installés, on effectue des relevés de température et de pluviométrie. Mais l'affaire s'arrête là, et on s'interroge toujours. Le mystère demeure. Et nous avons une seule certitude. L'eau n'est pas apportée, elle n'est pas introduite subrepticement. Ça supposerait une supercherie magnifique de 1000 ans. Mais il y a de l'eau. Depuis près de 1000 ans, le mystérieux sarcophage divise passionnés et scientifiques qui se livrent à une guerre sans merci pour un jour peut-être connaître enfin la vérité. Chaque année, on découvre dans le monde plus de 50 personnes entièrement consumées, réduites à l'état de cendres, et ce sans raison apparente. Plus étrange encore, les objets situés aux alentours des victimes sont épargnés. C'est le plus mystérieux des phénomènes provoqués par le feu, c'est la combustion spontanée. Uruf, petit village lorrain proche de Nancy. Dans la nuit du 11 au 12 mai 1977, les pompiers découvrent un spectacle d'épouvante. Le corps d'une sexagénaire est retrouvé à son domicile, carbonisé, gisant sur le plancher. Une enquête est ouverte et le capitaine Lorrain est chargé de l'expertise. Seules les 2 jambes et le bras droit subsistaient, alors que le reste du corps était pratiquement réduit en cendres. Il n'y a même pas de brûlure sur les membres inférieurs. Il n'y a pas de cloque. Il n'y a pas de rougeur, brûlure au 1er degré. Il n'y a pas de rougeur non plus. Mais ce qui inquiète le plus les enquêteurs, c'est que certaines parties du corps sont restées totalement intactes. Lorsqu'on est arrivé sur les lieux, on a constaté la présence d'un corps partiellement détruit par le feu, non pas carbonisé, mais calciné. Un crime, un suicide, ces thèses sont très vite écartées à défaut d'éléments matériels pouvant les étayer. Les enquêteurs cherchent alors à connaître les causes du sinistre. Une étincelle, une compression brusque, un frottement, l'apport d'une flamme, là, il n'y a rien. Quelle est l'énergie de démarrage d'un feu sur une personne? Impossible donc de trouver les origines du feu. Certaines parties du corps sont retrouvées réduites en cendres. Selon les médecins légistes, même à des températures de plus de 2500 degrés, on ne peut arriver à ce lugubre résultat. On sait que cette personne utilisait pour se chauffer du fioul. On s'est dit peut-être qu'on aurait badigeonné avec du fioul. On a essayé sur des bêtes mortes également en laboratoire des examens. Les expériences avec du fioul, jamais on n'a obtenu de calcination, jamais de cendre. Le problème est là. Encore plus troublant, les meubles et objets situés à proximité de la victime sont intacts. On avait une combustion profonde et ponctuelle, avec une destruction du revêtement de sol et du parquet de chêne qui faisait quand même 25 mm sous la partie du corps détruit, alors qu'il n'y avait aucune propagation de l'onde calorifique, aucune propagation de la chaleur. C'est-à-dire que les combustibles les plus proches, du papier, le revêtement de sol à côté, n'étaient pas atteints par les fumées et par la chaleur. Chose aussi paradoxale, c'est que la dame portait des collants. Et on a retrouvé la partie des collants sur les jambes non affectées par le feu. Il n'y a pas eu de propagation du sinistre. Voilà. Le terme, il est net. Il n'y a pas de propagation du sinistre. Alors, accident, assassinat ou combustion spontanée? Les enquêteurs restent perplexes. Aucune explication satisfaisante n'a pu être trouvée à partir de ces éléments pour le moins troublants.
Le rapport d'expertise conclut par ces mots, à moins qu'il ne s'agisse d'un phénomène extraordinaire. Nous avons évidemment conclu à une destruction d'un corps par une combustion extraordinaire, inexpliquée, mais pas naturelle. Dans la nuit du 23 décembre 1998, une image surprenante fait la une des journaux télévisés. À Leicester, en pleine nuit, les caméras de surveillance ont enregistré ce qui ressemblerait à 2 apparitions de fantômes dans la cour du musée de Belgrave Hall. Leicester, à l'est de l'Angleterre, cette demeure familiale du XVIIIe siècle, transformée depuis en musée, serait l'une des maisons les plus hantées de Grande-Bretagne. En effet, employés du musée et experts du paranormal auraient été à plusieurs reprises les témoins d'étranges apparitions. Je me tenais debout dans la maison et, devant les escaliers, une silhouette est apparue. Elle a descendu les escaliers et, arrivée en bas, elle s'est retournée, a souri et est partie vers la cuisine. Beaucoup crurent reconnaître l'une des filles du propriétaire, pourtant morte depuis plus de 50 ans. Mais pour la première fois, l'une de ces présences fantomatiques a pu être filmée par les caméras de sécurité. Cette image va devenir célèbre et faire le tour du monde. Les caméras de sécurité situées dans le jardin de Belgrave Hall ont enregistré quelque chose de curieux à 4h48 et 35 secondes. La caméra se bloque pendant 5 secondes et les formes disparaissent. On peut voir ensuite une sorte de fumée blanche apparaître qu'on ne peut pas expliquer non plus. Mais ce qui déconcerte profondément les experts, c'est que cette caméra, qui normalement enregistre une image par seconde, c'est d'une manière inexplicable, figée pendant 5 secondes, au moment même où la silhouette est apparue. On a vérifié tout le système. Cela nous a pris 3 à 4 semaines pour essayer de trouver d'éventuels problèmes techniques. Mais nous n'avons rien trouvé. Il n'y avait pas de problème technique. Réelle apparition fantomatique ou simple canular, les experts restent très partagés. Mais pour les employés du musée, cela ne fait aucun doute. Ces lieux sont hantés. C'est l'histoire d'un drame épouvantable, un meurtre sanglant qui a bouleversé l'Amérique au début du XXe siècle. Tout le monde ici connaît l'histoire de la maison de Villisca. Voici l'histoire de cette maison maudite, l'histoire des phénomènes paranormaux qui s'y sont déroulés, l'histoire d'une famille qui n'aurait peut-être jamais trouvé le repos éternel. Villisca, un village de l'Iowa, au cœur de l'Amérique rurale. Depuis près d'un siècle, les habitants de cette communauté portent le poids d'un très lourd secret. Pendant longtemps, les gens n'ont pas voulu parler de ce massacre. Il y a beaucoup de gens ici qui préféreraient tout oublier. L'histoire démarre en 1912. Joe Moore est alors un respectable commerçant du village. Dans la nuit du 10 juin, Joe, sa femme Sarah, leurs 4 enfants, Paul, Boyd, Herman et Catherine, ainsi que 2 de leurs amis, sont sauvagement assassinés. Le lendemain, le shérif de Villisca fait la macabre découverte. Il a trouvé les 2 filles dans la chambre bleue en bas. Leur crâne avait été fondu à la hache. Il a trouvé ensuite Joe et Sarah Moore, puis leurs 4 enfants dans les 2 chambres du premier étage. Tous ont été tués de la même façon. L'arme du crime, une hache. Ces meurtres d'une sauvagerie extrême vont littéralement traumatiser l'opinion publique bien au-delà des frontières de l'Iowa. D'autant plus qu'on n'arrivera jamais à identifier l'assassin. Petit à petit, la vie va reprendre son cours à Villisca. Mais la maison souffre d'une sinistre réputation et va rester inoccupée pendant de longues années. En 1993, Darwin Lynn, un fermier à la retraite, décide d'acheter la maison et de la restaurer. Mais au bout de quelques temps, Darwin et sa femme Martha vont assister à des phénomènes très curieux. Nous nous sommes rendus sur place pour recueillir leurs témoignages et tenter d'en savoir plus sur cette énigme.
Je me souviens qu'une des premières fois où j'ai pénétré dans la maison, j'ai senti quelque chose, une présence qui m'interdisait d'entrer. Alors j'ai préféré m'en aller. Je ne suis revenu que le lendemain. Est-ce que c'est un esprit? Je n'en sais vraiment rien. Je pense qu'il y a quelque chose là-bas. Je n'aurais jamais cru à tout cela si je n'avais pas moi-même ressenti une présence. Ces phénomènes étranges seraient-ils liés au drame de Villisca? Ces manifestations auraient-elles un lien avec les esprits des victimes du massacre? Pour tenter d'apporter des réponses, nous avons demandé à Dave Christensen de revenir à Villisca. Cet expert en phénomènes paranormaux avait déjà enquêté dans cette maison il y a quelques années. Quand je suis venu la première fois, Darwin m'a pris pour un fou parce que je lui parlais d'esprits et de fantômes et qu'il ne croyait pas vraiment à tout ça. Il est venu un soir après m'avoir passé un coup de fil. Il était très excité et il m'a dit qu'il voulait procéder à une inspection de la maison. Et Dave ne va pas être déçu. Dès son arrivée, il a la terrible sensation de ne pas être seul dans la maison. La première fois que je suis entré dans la maison, l'air était très lourd. Dans certaines pièces, il faisait assez chaud, alors que dans d'autres, au contraire, il faisait plutôt froid. J'avais la sensation que quelqu'un nous observait, mais restait aussi à distance pour observer ce qu'on était venu faire. Très rapidement, Dave parvient à établir un premier contact. Je me souviens que j'étais assis dans une des chambres et je n'arrêtais pas de dire « J'aimerais vous voir ». Et tout à coup, je ne sais pas si c'était mon imagination ou si je l'ai vraiment vu, mais une forme est apparue devant moi pendant quelques secondes, puis elle a disparu. Au cours de ses investigations, Dave a recueilli toutes sortes de documents pour le moins déconcertants qu'il a accepté de nous dévoiler. On a pris des photos, mais aussi des enregistrements vocaux électromagnétiques. Voici par exemple un enregistrement qui pourrait être celui de la voix de l'une des petites filles. Mais le plus saisissant reste cette vidéo enregistrée dans le grenier de la maison. On peut y distinguer de façon très nette une forme lumineuse. Pour Dave, l'accumulation de tous ces documents ne laisse planer aucun doute. Cette maison est hantée. La violence de ce crime et la terreur de cette nuit se sont imprimés dans les murs. Les esprits des victimes sont toujours présents. Ils n'ont nulle part où aller. Des photos troublantes, des vidéos saisissantes, des enregistrements sonores inquiétants. La maison de Villisca serait-elle bien hantée par les esprits de ces innocents tragiquement disparus? Et ce crime resté impuni les empêcherait-il de trouver le repos éternel? Le mystère reste entier.